Vous connaissez peut-être Billy Milligan, l'homme aux 24 personnalités. Vous connaissez moins le trouble dont on dit qu'il fut atteint. Le trouble dissociatif de l'identité, anciennement nommé trouble de la personnalité multiple. C'est un trouble rare, qui fait le sujet de peu d'études et est encore controversé dans le champ psychiatrique. Il apparaît désormais dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM, un peu la bible de la psychologie, et est défini comme une forme de dissociation grave, où au moins deux identités prennent tour à tour le contrôle d'un individu. On appelle ces identités des alters. Le TDI a inspiré de nombreuses œuvres, même avant qu'il soit reconnu comme un trouble existant. On peut penser à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, à Psychose, à Double Face dans Batman, ou plus récemment le film Split. Encore aujourd'hui, le TDI dans l'imaginaire collectif est trop souvent confondu avec la schizophrénie, alors que dans la schizophrénie, il n'y a pas d'alternance entre plusieurs identités. Le TDI est toujours causé par un stress intense durant l'enfance, trop dur à appréhender pour l'individu dont le développement n'est pas achevé, et qui conduit l'esprit à se diviser par souci de protection pour son hôte. Le plus souvent, le TDI est dû à des abus sexuels répétés. Les différentes œuvres qui s'inspirent du TDI, pour la plupart, se fichent bien du statut de victime du patient et s'attardent sur le potentiel de danger, souvent fantasmé, du trouble. Ils font du sujet un coupable, un monstre, quelqu'un dont il faut se méfier. Le film Split, tout particulièrement, utilise la terreur induite par le trouble et sa méconnaissance par le grand public. Du TDI, il a fait un film d'épouvante rempli de clichés. Non seulement sur le trouble en lui-même, mais sur les troubles psychiatriques et les malades en général. Billy Milligan était un violeur en série. S'il est rentré dans l'histoire de la psychiatrie et du système judiciaire, c'est qu'il est la première personne à avoir été reconnue non coupable de ses actes à cause de son trouble. Pour le résumer grossièrement, ce n'était pas lui, c'était un de ses alters. The Crowded Room propose comme une réplique un récit plein d'empathie. La série centre le trouble de dissociation de l'identité autour du patient, elle en fait la victime principale, quelqu'un qui touche la corde sensible du spectateur. Et pour y parvenir, il est nécessaire de changer le crime dont est coupable le protagoniste, ici non plus Billy Milligan, mais un nom aux consonances similaires, Danny Sullivan. Une agression sexuelle, peut-être le pire des crimes, aurait été trop violente et aurait rebuté le spectateur. Difficile de lui demander de ressentir de la peine alors pour la situation de Danny. L'exercice aurait pu être intéressant, interrogeant les notions de conscience, d'identité et de culpabilité, tout en remettant le principe même de justice en question. Mais voilà, tout ça c'est bien trop complexe. Le crime de Danny, c'est une agression physique. Il a tiré dans la foule, a fait des blessés, mais n'a tué personne. On peut beaucoup plus facilement se lier à lui et ressentir de l'empathie, de la peine pour sa souffrance. L'histoire de The Crowded Room se devait d'être simple. C'est dans le développement de ses personnages que la série se distingue, mais aussi dans sa façon de raconter de manière touchante des tourments et des événements durs et atroces. On sent que tout est abordé avec une grande sensibilité, là où le film Split se fichait bien des dommages qu'il pouvait infliger à une population déjà par trop stigmatisée. The Crowded Room survole le champ de la psychiatrie avec attention, soucieux de ne pas blesser les personnes qui le composent. Car on parle souvent de troubles et beaucoup moins d'individus. Cette silhouette en marge de la société, c'est un schizophrène, un alcoolique, peut-être un bipolaire, assez souvent un dépressif, mais ce n'est jamais une personne. Tout cela est déshumanisant. On préfère maintenant parler de personnes qui ont des troubles et qui ne sont pas leurs troubles. Même si le diagnostic peut en lui-même être thérapeutique, il n'emprisonne plus le patient. Ainsi, The Crowded Room, avant de parler de troubles de la dissociation de l'identité, parle d'abord de Danny Sullivan. 4 épisodes entiers lui sont consacrés, 4 sur 10. Et ils sont longs. Le trouble n'est jamais clairement évoqué, même s'il se devine. C'est aussi la faiblesse de la série, elle perd en rythme. Mais c'est important, pour le reste, pour la série dans sa totalité. Ces 4 épisodes, où on découvre Danny et ses différentes personnalités, sa vie quotidienne, contribuent à la volonté de la série de placer le patient au centre de la discussion. Le spectateur doit renoncer un temps à sa soif de divertissement, lui aussi doit prendre le temps de connaître Danny. En quelque sorte, c'est un prérequis. Rappelez-vous, d'abord Danny. Ensuite seulement, on peut passer à l'intrigue. Et je n'avais jamais vu cela nulle part, en tout cas pas de façon assumée. Renoncer à impliquer le spectateur dans le simple but de faire vivre un personnage et servir l'intrigue plus tard. La série en appelle à l'intelligence de son audience, mais aussi à sa patience. Si vous n'arrivez pas à survivre aux 4 premiers épisodes, cette série n'est pas pour vous. Alors oui, j'ai regretté que le début de la série ne soit pas condensé en 1 ou 2 épisodes, 3 pour être généreux.
Maintenant, s'il fallait changer le script, je m'y opposerais. Danny méritait que je prenne le temps de le connaître. C'est son histoire. Plus encore, c'est sa parole. Toute la première partie de la série décrit ses entretiens avec Ria, une psychologue. Cette première partie constitue son point de vue, et tous les personnages sont donc réels. Il y a des incohérences, de temps en temps, parce que les images que l'on voit à l'écran sont comme elles sont dans l'esprit de Danny. C'est donc pleinement le discours du sujet, sans interprétation ou analyse externe. Dans cet esprit, la série s'inscrit, selon moi, dans une approche démocratique de la psychiatrie, et rappelle le mouvement des survivants de la psychiatrie, qui critiquent fermement cette dernière, et la place qu'elle peut ou a pu refuser à ses usagers. Ce mouvement, à visée militante, englobe des personnes qui se sont senties ignorées par les professionnels de la psychiatrie, comme si leur expérience n'avait pas d'importance. Cette mouvance est intrinsèquement liée au slogan « Rien sur nous, sans nous », qui a d'abord émergé au sein des personnes en situation de handicap. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de l'expliquer, vous n'êtes pas stupide, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Dans le champ de la psychiatrie, cela consiste à donner une voix aux personnes atteintes de troubles mentaux, une voix au moins aussi forte que celle des professionnels. Le mouvement des survivants de la psychiatrie s'est décliné en plusieurs mouvances, techniques et pratiques, qu'il serait trop long de détailler ici. Assez fréquemment, les survivants militent contre l'institutionnalisation et les soins forcés, et pour la part aidance, parfois autogérée. Mais ici, ce qui m'intéresse, dans le contexte de mon analyse de The Crowded Room, c'est la place de Danny au cœur de tous ces professionnels, des psychiatres, mais aussi des avocats, des juges, et puis de l'opinion publique. À l'époque où se déroule la série, le trouble de dissociation de l'identité n'apparaît pas encore dans la classification officielle. On refuse de la reconnaître. Il est important ici de préciser que bien qu'il figure officiellement dans le DSM, l'ouvrage de référence, l'existence du trouble dissociatif de l'identité ne fait pas consensus parmi les psychiatres. C'est un trouble assez unique qui partage quelques similitudes avec d'autres troubles psychiatriques et que l'on a encore beaucoup de mal à cerner, surtout qu'il est rare. Alors, avant qu'il n'apparaisse dans le DSM-5, ce trouble était un mythe dont on pouvait se moquer. Dans The Crowded Room, le trouble existe, sans ambiguïté aucune, et il n'est pas permis d'en douter. Tout dans la narration indique que Danny ne simule pas, alors le spectateur est forcé de le croire. Toute l'attention tient dans la question de savoir si les autres, dans la série, vont le croire aussi. Car en plaidant l'insanité, Danny peut se soustraire à la prison et préférer une institution psychiatrique à la place, où il pourrait être accompagné. Bien sûr, pour cela, il faut pouvoir prouver que le trouble dissociatif de l'identité existe et que Danny en souffre. Il faut convaincre le jury. Mais en vérité, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le rétablissement de Danny, au sens clinique du terme. Et cette intrigue, d'abord secondaire, s'imbrique dans l'intrigue principale. Pour convaincre le jury, il faut que Danny avance dans son développement, qu'il prenne d'abord conscience de son trouble, et ensuite de la raison pour laquelle ce trouble existe. C'est entre ses mains que repose la clé. La psychologue et l'avocat, qui nous ont été présentés comme des sauveurs, deviennent des guides, de simples aides. Mais c'est à Danny de lever ses propres armes, c'est en lui-même qu'il doit se battre. Il est cependant au cœur d'un système qui cherche à le déshumaniser. Même Ria, la psychologue, se sert d'abord de Danny comme d'un outil pour relancer sa carrière, elle qui peine à trouver une bourse. Mais il y a aussi le système judiciaire, allié au système psychiatrique, qui ne reconnaît pas le TDI comme un trouble existant. Il y a une scène marquante dans la série, et qui illustre bien ce que j'avance. La psychologue et l'avocat sont conviés à une réunion avec l'avocat de la partie opposée, le juge et un psychiatre, afin de faire valoir l'existence du trouble qui accable Danny et le rendrait innocent aux yeux de la justice. Les deux parties s'affrontent, se lancent des arguments en plein visage comme autant de flèches ou de carreaux d'arbalète. La discussion tourne en rond, car ils sont tous convaincus de ce qu'ils avancent, soit par arrogance, soit par expérience. Et à aucun moment il n'est question de Danny. C'est toujours le TDI que l'on brandit. C'est lui qui est mis en cause. C'est lui qu'on accuse ou qu'on réfute. Cette discussion se fait bien sûr sans Danny. Plusieurs minutes à parler autour de sa personne, sans avoir sa version des faits. Tout sur lui, sans lui, en somme. Une injustice. On finit par lui demander de venir s'exprimer, et c'est pour l'analyser, pour peindre un tableau blanc avec les affirmations que l'on vient juste d'exprimer. Sauf que Danny n'est pas présent à ce moment-là. C'est Jack qui a pris les rênes. Jack, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est l'alter de Danny, qui a décidé de tout contrôler dans son esprit. Il est opposé à ce que le trouble soit reconnu, car opposé à la thérapie. Il a peur de disparaître, il ne veut pas. Selon lui, personne sinon lui et les autres alters ne peuvent sauver Danny qui, le pauvre, fait face à un nouvel obstacle. Même quand il est présent physiquement, que sa bouche s'ouvre et que des mots en sortent,
on lui refuse le droit de s'exprimer. La série parle de Danny, mais Danny ne parle jamais. On arrive dans la partie spoils. J'ai essayé d'en dévoiler le moins possible jusqu'à maintenant, mais je ne vais plus pouvoir me retenir. Pour le reste de la vidéo, je vais devoir évoquer des événements clés de l'intrigue, jusqu'à dévoiler la fin pour conclure. Je vous préviens, les chiens sont lâchés. L'un des symptômes les plus parlants du trouble de dissociation de l'identité, c'est l'amnésie. Les sujets ont des pertes, des absences, quand leurs alters prennent possession de leur corps et leurs pensées. Mais il y a aussi l'amnésie post-traumatique, au centre du problème. Les sujets, et c'est le cas de Danny, peuvent oublier le traumatisme auquel ils ont fait face, ici des abus sexuels répétés pendant l'enfance. C'est important de le rappeler, car aujourd'hui le TDI est devenu une mode, un phénomène social sur internet. De nombreux adolescents et jeunes adultes se targuent, souvent par envie d'originalité, d'être habités par plusieurs alters qu'ils décrivent et exposent à leurs abonnés, tout en précisant qu'ils n'ont jamais connu de traumatisme pendant l'enfance, qu'ils ont la conséquence, mais qu'ils n'ont pas la cause. Je ne suis pas certain qu'ils simulent tous. Peut-être parviennent-ils eux-mêmes à se convaincre. Mais il va sans dire que tout cela dessert l'entité psychiatrique qu'est le TDI, et les personnes qui sont forcées de vivre avec, que l'on sera tenté de moins croire, voire de ne pas croire du tout. Et si on voulait s'étendre sur le sujet, on pourrait parler de culture plurielle, ou de culture en mouvement, comme théorisé par le sociologue Georges Balandier, et qui évoque la pluralité d'identité des individus dans une société mondialisée, mais je vous laisse faire vos propres recherches. Revenons-en à The Crowded Room et à Danny. On comprend vite qu'il a été abusé pendant l'enfance. L'abus est révélé 2 fois. La première révélation conclut la découverte du personnage de Danny. Elle est destinée aux spectateurs. Pas de voyeurisme, encore une fois, la série aborde le sujet avec finesse. Adam, le premier alter de Danny, prend sa place dans la grange avec le beau-père et la porte se ferme. C'est tout. Mais Danny refuse de comprendre ce qu'il se passe. C'est trop violent pour lui, au point que son moi se diffracte. Le spectateur, lui, a bien compris que c'est d'un abus dont on nous parle. On est alors à la fin du 4e épisode, soit quasiment la moitié de la série. La deuxième révélation arrive au 9e épisode, une moitié plus tard, et cette fois, elle est destinée à Danny, le personnage. Si je vous parle de tout cela, c'est pour appuyer le fait que la série a 2 entités à satisfaire, son audience et ses personnages. En cela, elle est très humaine et touchante. Quand Ria, la psychologue, écoute le témoignage de Adam, elle se réfugie ensuite dans sa voiture et pleure. Cette scène n'a aucune espèce d'utilité pour aucune espèce d'intrigue, mais ajoute à la complexité du personnage de Ria, en mettant les émotions au centre du débat. L'avocat, lui, les réprime, ses sentiments, en avalant des anxiolytiques à longueur de journée. Un autre détail qui n'est pas nécessaire à l'intrigue. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on fait paraître une fiction comme réelle. C'est par de petits détails, inutiles de prime abord, mais qui en s'imbriquant forment un tout cohérent. Dans une histoire, on pousse souvent à faire la chasse aux incohérences. Mais la perfection n'est pas souhaitable non plus. Il faut parfois s'écarter de la ligne qu'on s'est imposée et donner aux personnages l'occasion de briller par leur humanité. Parfois, ils ne doivent pas agir de façon rationnelle et laisser les émotions les guider, ne pas agir comme on imagine qu'ils auraient dû le faire et comme on aurait souhaité qu'ils le fassent. What the fuck, stupid boy? You should listen to friend. La série joue sur notre propre boussole morale et notre difficulté à appréhender des situations et des personnalités complexes, mais aussi avec les schémas habituels de la résolution de conflits dans les œuvres de fiction. On laisse planer le témoignage de Candy, la mère de Danny, comme un dernier espoir. Elle est sous l'emprise de son mari, l'emprise d'ailleurs j'en parle dans ma vidéo sur Il reste encore demain. Pour cette raison, Candy refuse de se rendre au tribunal, bien qu'elle ait reçu une convocation et que l'ignorer constitue un délit. On apprend que l'avocat de Danny l'appelle régulièrement, ce qui agace Candy, agace son mari. Petit à petit, divers événements semblent pousser Candy à témoigner. Elle rencontre Ria, la psychologue, et la discussion paraît convaincre Candy. Ils y parlent de la culpabilité que ressentirait Candy si elle décidait de ne pas aller témoigner. Finalement, c'est un appel de son fils qui la poussera au tribunal, et plus encore à se libérer d'une emprise, car on la voit faire ses bagages, prête à partir. Dans l'ascenseur, elle rencontre son mari, et il affermit son emprise. Il lui explique que si elle raconte la vérité, à savoir que l'homme qu'elle a épousé a agressé sexuellement son fils, alors on la traitera de mère indigne. Sa vie sera terminée. Malgré tout, quand Candy est appelée à la barre, on imagine qu'elle va se faire souffrance et ici même sauver son fils en admettant que le beau-père de ce dernier l'a agressé pendant l'enfance. Mais à la question de l'avocat, elle répond non. Elle dit que le beau-père est innocent.
Alors tout s'écroule. J'avoue avoir pensé ici que ce n'était qu'un artifice narratif, comme on en voit si souvent, pour créer une tension artificielle, et que Candy allait finir par revenir sur ses propos au dernier moment. Eh bien non, elle quitte la barre, condamnant son fils, ne revenant plus. Il est difficile de comprendre le comportement de Candy, ou de la pardonner. Il est bien simple de la juger, peut-être à raison, je n'en sais rien. Toujours est-il que sa situation de victime du beau-père, elle aussi, la pousse à mentir sous serment. Elle n'a pas trouvé la force à ce moment-ci de sauver son fils. Il est bien question de force, c'était plus fort qu'elle. Mais on peut le voir comme une faute, un acte de couardise. C'est ce que semble penser Danny. Normal, il en est la première victime. Ce faux témoignage finit par le pousser à tenter de sauter la vie. Ce faux témoignage permet aussi, même si ce n'en était pas l'objectif, de l'aider à se libérer de ses altères et d'affirmer sa personnalité enfouie, celle qui a été molestée. À la barre, le dernier témoin, c'est Jack, l'altère dominant de Danny, qui a pris contrôle de sa psyché. Et c'est en le brisant que Danny s'affranchit, qu'il se libère et accepte que tous ses altères sont, dans leur pluralité, des facettes différentes de sa propre personnalité. Rien de plus normal alors que le dénouement final se déroule dans ce refuge métaphorique qu'a créé Danny en lui-même, cette grange qui est à la fois le théâtre de l'agression de Danny et le théâtre de la troupe folle de ses altères, de cette comédie humaine confectionnée par son subconscient, à la fois le pire et le meilleur endroit qu'il puisse arpenter. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans parler de la performance des acteurs. Bien que je m'intéresse principalement aux procédés narratifs et aux thématiques, dans une série où les personnages sont centraux, ce sont aussi les acteurs qui portent l'histoire. Tom Holland joue avec brio une multitude d'identités. Ça fait du bien de le voir dans un autre rôle que Spider-Man, et il se consacre actuellement au théâtre avec la pièce Roméo et Juliette. Il a beaucoup de talent, c'est indéniable, et c'est aussi grâce à lui que l'on croit au personnage de Danny. Il était habité par son rôle. Amanda Seyfried, autre figure hollywoodienne, n'est pas en reste non plus. Elle ajoute une touche de bienveillance, de douceur. Elle arrive à donner à son personnage de la profondeur, alors qu'il aurait pu n'être qu'un mannequin de porcelaine, un simple interlocuteur pour Danny. Et Amy Rossum, que je connaissais grâce à Shameless, bien que je l'ai trouvé un peu moins convaincante ici, entretient une atmosphère de malaise et de pitié. Notre cœur voudrait la détester, mais on ne le peut pas vraiment tout entier. On sent que tout le monde s'est réellement impliqué dans cette série, que c'était un peu plus qu'un simple divertissement. C'est ce qui rend le tout agréable, et plein de sens. Je pense que cette série est importante, à voir, et à comprendre, et à inspirer. Si on étend la thématique, The Crowded Room parle surtout de traumatisme, et du fait que l'on ne soit pas toujours libre, ni véritablement responsable de ses actes. Car c'est le cas de Danny, mais aussi de Candy, et de l'avocat. Ils sont tous en proie à des tourments, qui les poussent à agir de façon immorale parfois, autodestructrice souvent, mais qu'ils ne peuvent pas contrôler, du moins pas seuls. Des gens qui se sont enfermés dans la solitude et l'isolement, au point d'en faire des zones de confort, ce qui est le sens de cette grange dans l'esprit de Danny, qui préfèrent à la douleur de l'inconnu, la douleur qu'ils connaissent, qui ne peuvent pas s'en sortir car ont peur de s'en sortir. The Crowded Room est une leçon de résilience, une invitation à accepter les mains tendues, à ne pas se laisser emprisonner par un passé tourmenté et des schémas qui se répètent. C'est une série qui décide de faire de l'humain son principal sujet, indépendant des troubles, du hasard qui frappe avec force et absurdité, et donne à croire que l'on est responsable de toutes ces blessures, et que les mériter veut dire aussi refuser de les guérir. Il y a Candy d'un côté, et il y a Danny de l'autre, tous deux victimes d'un prédateur, et qui prennent face à lui des chemins différents, et se retrouvent sur deux rives opposées. Mais ce n'est que mon interprétation. And you were a kid, Stop. right? Does anything about this face say please analyze it? That's the thing, Stan. Everybody who's gotten hurt has some kind of story they tell themselves. I shouldn't have been walking alone at night. I shouldn't have worn a short skirt. Yeah, they shouldn't have. I shouldn't have gotten angry. I shouldn't have talked back. We make the bad things that happen to us our fault. It's a way to imagine that we have some control, but we don't because bad things happen. So until we accept that it's not all our fault, we're not going to be able to begin to heal.